Bon, nous pouvons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être venus par ce froid. Je fais encore une fois la pub de mon colloque qui est donc ce jeudi et vendredi dans cette salle. Vous êtes tous les bienvenus. J'espère que vous viendrez nombreux. J'en reparlerai à la fin du cours si j'ai le temps. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier cours de cette série sur l'anisotropie sismique et l'écoulement dans le manteau terrestre. Et nous continuerons à parler du manteau profond. Donc la dernière fois, nous avons parlé surtout des méthodes sismiques. On a un peu parlé du manteau moyen, du manteau entre 660 km et 300 ou 400 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Et nous avons conclu qu'on peut ne pas trop se préoccuper de l'anisotropie dans cette partie du manteau, qu'il est sans doute plus ou moins isotrope pour différentes raisons. Nous y reviendrons à la fin. Nous nous sommes concentrés la dernière fois sur les observations d'anisotropie dans la zone des secondes, donc dans les derniers environ 300 km à la base du manteau, où il y a beaucoup d'indications de la présence d'une forte anisotropie sismique, toujours. Donc, je vous avais montré cette carte tout à fait à la fin du dernier cours. Ce qu'elle montre, je vais vous le réexpliquer. En fond, on a le résultat de tomographie sismique isotrope qui montre les régions, qui montre de manière toute simple, en premier ordre, les régions où les vitesses sismiques de cisaillement, les vitesses S, sont plus faibles que la moyenne, ce sont les zones rouges, et les zones où les vitesses sismiques S sont plus rapides que la moyenne globale à cette profondeur qui est de 2800 km, donc 100 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Donc ça, c'est une représentation comme une autre. On a pris 5 différents modèles et regardé s'ils étaient en accord pour dire que les régions étaient plus lentes que la moyenne ou plus rapides que la moyenne. Et en fait, on obtient une carte très uniforme, très homogène, avec les deux grandes régions donc centrées à l'équateur, mais de forme assez différente, sous le Pacifique ici et sous l'océan Indien et l'Atlantique, qui donc sont ces régions qu'on appelle les LLSVP ou parfois superpanaches, dont on ne connaît pas l'origine, mais dont on pense qu'elles sont de nature non seulement plus chaudes que la moyenne, donnant des vitesses plus faibles, mais aussi de nature chimique, compositionnelle différente du reste du manteau, qui est beaucoup plus proche d'un modèle moyen tel que PREM, ce qui n'est pas étonnant puisque la surface considérée est majoritaire. Alors par-dessus, on a dessiné des ellipses, qui sont censées représenter où ont été faites les études locales d'anisotropie et ce qu'elles ont donné comme résultat. Alors tout ce qui est blanc, tout ce qui est en blanc, donc les bâtons blancs et les ellipses, indiquent des régions où des études ont été faites, soit avec des ondes S diffractées, soit avec des ondes SKS ou des ondes SCS. Je vous ai expliqué qu'on faisait des mesures différentielles pour isoler la contribution de la base du manteau et s'affranchir autant que possible de la contribution du manteau supérieur où on sait que l'anisotropie est très forte. Donc ces ellipses blanches indiquent les régions où on observe de l'anisotropie qui nous donnent des vitesses SH, donc des vitesses pour les ondes polarisées horizontalement, plus rapides que la vitesse des ondes polarisées verticalement. C'est une indication d'anisotropie radiale, mais c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que le modèle qui convient est un modèle tout simple d'anisotropie radiale. On ne peut en déterminer que sa partie radiale pour l'instant. Mais il y a quand même des études qui montrent qu'au moins dans certaines régions, on a l'impression qu'il y a plus que de l'anisotropie radiale, c'est-à-dire qu'on a de l'anisotropie azimutale et donc au moins des axes de vitesse rapide qui ne sont pas verticaux, qui peuvent être inclinés ou horizontaux. Alors, par contre, les ellipses noires
et les traits pointillés indiquent les régions où c'est l'inverse, où on a soit VSV supérieur à VSH, soit pas du tout de splitting, donc pas du tout de biréfringence, pas d'indication de la présence d'anisotropie. Et vous voyez que, en fait, malgré toutes les incertitudes qu'on a sur ce genre d'études, on a quand même une correspondance frappante entre les régions de vitesse rapide, plus rapide que la moyenne, donc au point de vue moyenne isotrope, et les régions où on observe les vitesses SH supérieures aux vitesses SV. Et ça, c'est à partir de splitting qui peut atteindre plusieurs secondes de temps. On a aussi indiqué ici, en vert, les régions particulières où on a observé une variation très rapide du caractère de l'anisotropie. Donc, au passage soit d'isotropie à anisotropie, soit variation de la direction qu'on observe dans l'anisotropie, dans l'axe rapide. Et vous voyez que une grande partie de ces observations, en fait, correspond à des régions au bord de ces régions lentes, là, à la base du manteau. Et je voudrais donc en parler encore un petit peu. Avant de passer, je vais donc finir de parler d'anisotropie sismique, ensuite revenir sur la minéralogie et faire une synthèse à la fin. Donc ici, vous avez un exemple de variation très rapide dans le caractère des observations. Ce qui est présenté en haut, c'est la géométrie. On a des séismes dans les îles Fidji, ici c'est l'Australie, l'Afrique du Sud, et les trajets des ondes diffractées à très grande distance, c'est des distances où l'onde S est diffracte et passe un temps assez long sur la limite noyau-manteau. En fait, en jaune ici, c'est la portion de trajet qui longe la limite noyau-manteau. Et en fond de carte, c'est un modèle tomographique de l'époque, que nous avions construit dans mon équipe, un modèle tomographique de vitesse isotrope, qui montre les régions plus rapides que la moyenne en bleu, les régions plus lentes que la moyenne en vert, et c'est donc des pourcentages par rapport à la moyenne qui est ici donnée par le blanc 0. Donc on a des trajets qui vont balayer à partir du sud vers le nord la bordure indiquée ici en pointillé de la région de la LLSVP ou du superpanache sous l'océan Indien. Et donc, pour les azimuts, c'est donc les angles à partir du nord du trajet entre la source et la station. Les azimuts vont augmenter vers le nord et on s'aperçoit que quand on est à l'extérieur du superpanache, on a un mouvement particulier. Donc ça, c'est dans une station ici, un azimut de 202, donc assez au sud. Et ça, c'est le mouvement particulier, donc la correspondance en fonction du temps de la projection du mouvement de particules sur la composante transverse et sur la composante radiale. Donc la composante radiale, je rappelle, c'est le long de la direction de propagation dans le plan vertical qui contient la source et la station, et la direction transverse, c'est la direction perpendiculaire. Tout ça dans le plan horizontal. Et on voit ce mouvement particulier elliptique. Les couleurs indiquent ici le temps. Je ne sais plus si ça commence au noir ou au rouge. En tout cas, admettons que ça commence ici. Ça doit commencer en bleu plutôt, puisque ça commence à plus près de 0. Et donc, au cours du temps, sur une vingtaine de secondes, on a un mouvement particulier très elliptique, qui est une indication forte de présence d'anisotropie, même si on ne peut pas en définir les caractéristiques précises. Par contre, ici, on est à 15 degrés plus au nord. On est déjà dans la zone du superpanache, dans la zone de vitesse lente, et le mouvement particulier est tout plat et n'indique aucune anomalie. C'est ce à quoi on s'attend à ces grandes distances. Donc, c'est des distances équivalentes dans les deux cas. On s'attend à un mouvement particulier linéaire et le long
de la composante transversale, la composante radiale étant de très faible amplitude. Donc vous voyez ici un exemple tout à fait particulier, enfin tout à fait simple, où on a dès qu'on passe la frontière entre la région rapide et la région lente, le mouvement particulier change complètement et une indication de plus de présence d'anisotropie à l'extérieur du superpanache et son absence à l'intérieur. Ou peut-être, enfin on ne peut pas dire définitivement que c'est une absence puisqu'on regarde seulement dans une direction, mais en tout cas un caractère différent. Alors, cette étude date déjà d'il y a une dizaine d'années. Nous l'avons reprise plus récemment pour regarder d'un peu plus près ces variations et voir si on peut préciser un peu mieux, localiser un peu mieux la source de l'anisotropie observée et aussi voir si on peut dire si c'est de l'anisotropie radiale ou de l'anisotropie azimutale. Donc encore une fois, ça c'est un dessin plus moderne avec toujours un modèle tomographique en fond de carte. La limite ici entre la région rapide, plus rapide que la moyenne et plus lente que la moyenne. Et c'est en fait le même ensemble de données observé dans un réseau large bande sismique en Afrique du Sud, où on indique ici les points d'entrée dans la desgonde, donc dans les derniers 150 km au-dessus de la CNB ici, en mauve, et en vert, les points où l'onde diffractée touche la limite noyau-manteau. Donc toute cette partie-là va donc échantillonner les derniers 150 km à la base du manteau. Alors si on regarde les observations, donc on les représente en fonction de l'azimut, la composante SH et la composante SV, donc le mouvement projeté sur les axes dans le plan horizontal mais parallèle à la direction de propagation et perpendiculaire à la direction de propagation. L'azimut augmente ici depuis le bas, donc ici on va du sud vers le nord, donc à l'extérieur de la zone lente vers l'intérieur. On voit bien sur la composante SH que les temps d'arrivée, qui sont ici mesurés par rapport à la prédiction théorique dans le modèle PREM, le 0 c'est la prédiction théorique, on voit que dans les faibles azimuts, donc au sud, l'onde arrive avant le temps prédit, un peu avant, et au fur et à mesure qu'on entre dans la zone lente, elle se décale au temps plus long, ce qui est bien en accord avec une région plus lente que la moyenne. Sur la composante SV, l'amplitude est moins forte, mais on arrive quand même à voir l'onde, peut-être pas très bien sur cette représentation, mais ici on a mesuré les amplitudes des différentes composantes en vert SH en fonction de l'azimut, et on voit une augmentation aux grands azimuts, alors que les prédictions sismiques, les prédictions dans le modèle PREM indiquent que plutôt l'amplitude devrait diminuer un tout petit peu ou être à peu près constante. Donc ici, on voit une grande anomalie dans l'amplitude de l'onde SH. Ici, c'est les temps de parcours. Ici, ce sont les amplitudes. Et l'amplitude SV est un peu plus grande, et surtout aux grands azimuts ici, que ce qui est prédit dans le modèle PREM, qui est indiqué par les losanges ouverts, les losanges non colorés. Et ici, c'est l'observation de la direction rapide qu'on peut observer à partir du mouvement des particules, qui est, elle, en fonction de l'azimut, et on voit que l'amplitude ici du splitting décroît fortement avec l'azimut et aussi change un tout petit peu de direction lorsqu'on rentre dans la zone lente. Donc ça, ce sont les observations. Alors comment les expliquer? On peut montrer qu'on ne peut pas les expliquer par de l'anisotropie dans le manteau supérieur. Pour ça, on compare le mouvement des particules ici, c'est en fonction de la distance, 118 degrés jusqu'à 124 degrés, donc mesuré à partir du centre de la Terre, l'angle solide, et en fonction de l'azimut, donc du sud vers le nord. On voit ici, ça c'est les observations, donc du mouvement des particules. Ici, on voit cette zone où le mouvement de particules est elliptique, et dans les azimuts plus
plus élevé, donc plus au nord, ceci devient linéaire. Cette fois-ci, la composante transverse est dans cette direction-là et la composante radiale dans cette direction-là, ce qui est l'opposé de la figure que je vous ai montrée un peu avant. Par contre, pour les ondes SKS, qui, elles, donc les ondes SKS, ce sont les ondes qui traversent le manteau depuis le séisme sous forme d'onde S, ensuite entrent dans le noyau, sont converties en ondes P, puis repartent en onde S. Elles ont, on a dessiné ici les ondes S diffractées d'un côté et les ondes SKS de l'autre, mais vous pouvez bien imaginer que dans le manteau supérieur, du côté de la source et de la station, ces ondes-là traversent les régions très similaires à l'onde diffractée et elles se séparent uniquement. Elles échantillonnent des régions différentes à la base du manteau. Et l'onde SKKS, c'est la même que SKS, sauf qu'elle a une réflexion de plus en dessous de la limite noyau-manteau. Et donc, ni sur SKS ni sur SKKS, on ne voit cet effet de mouvement particulier elliptique, en tout cas pas dans ces azimuts. On voit un mouvement plutôt linéaire avec quelques complications, et bien dans la direction dans laquelle on s'attend à voir la polarisation d'SKS, qui est plutôt dans la direction SV, dans la direction verticale, le long de la propagation, puisqu'elles sortent du noyau comme onde P. Quand elles se convertissent, l'énergie doit rester dans le plan vertical. Alors, donc, on en déduit que l'effet doit être dans la région où l'onde S diffractée couvre une région différente des ondes SKS et SKKS, qui est donc ici à la base du manteau. On ne peut pas expliquer ces observations par un modèle isotrope. Ici, on a comparé, cette fois-ci, des observations, donc toujours de mouvements particuliers, donc aussi en fonction du temps, là j'ai oublié de vous le dire, parce que les couleurs indiquent le temps. Le 0, c'est le temps prédit dans Prem, et quand on calcule le mouvement des particules en fonction du temps, on voit donc le mouvement particulier tourner depuis le bleu jusqu'au rouge. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au moins dans cette représentation-là, ce qui est en fait important pour ensuite distinguer les modèles d'anisotropie. Parce que certains vont prédire des mouvements dans cette direction-là et d'autres dans cette direction-là. Donc ici, c'est le modèle Prem qui n'a pas d'anisotropie à la base du manteau. Il en a dans le manteau supérieur, mais pas à la base du manteau. Et on voit une prédiction de mouvement particulier tout à fait rectiligne. Si on ajoute à Prem un modèle isotrope, tel que celui qui est indiqué ici, et même si on le sature, c'est-à-dire si on augmente les amplitudes des variations latérales de manière significative, on n'observe toujours pas de mouvement particulier elliptique, donc on a pu exclure des effets isotropes et des effets du manteau supérieur. Et donc je vous passe l'étude qui a mis longtemps, puisqu'on a fait des modèles directs. On a échantillonné de nombreux modèles, on a calculé des sismogrammes synthétiques dans ces modèles, on les a comparés aux données et on a fini par trouver un certain nombre de modèles, bien sûr pas complètement définis, qui donc expliquent au moins de manière relativement quantitative, les observations. Donc ici, voici le modèle préféré, les observations, encore une fois, du mouvement particulier, les prédictions de ce modèle. Vous voyez, ce n'est pas parfait, mais on a quand même un bon accord aussi bien dans le sens et dans l'amplitude de ce mouvement elliptique. Et disons, le mouvement particulier s'aplatit ici, il ne s'aplatit pas complètement, ce qui indique que le modèle n'est pas parfait, mais on a quand même capté au premier ordre les effets. Alors, quel est ce modèle ? Pour expliquer ce modèle, il faut introduire un référentiel de l'espace qui va être un référentiel associé au ray. Donc ici, vous avez votre ray sismique, votre onde S diffractée qui se propage, qui sort près de la station
donc de la limite noyau-manteau pour remonter vers le manteau supérieur. Et on considère un référentiel perpendiculaire à la direction de propagation, donc dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation, et on définit la composante radiale et la composante transverse dans ce plan, et on va pouvoir définir une direction d'axe rapide dans ce plan. C'est la seule chose qu'on va pouvoir contraindre avec les données qu'on a, parce qu'on n'a pas assez de direction d'illumination, mais on va pouvoir donner une idée de l'inclinaison de l'axe rapide par rapport à la verticale ou à l'horizontale. Ici, l'angle est indiqué par rapport à l'horizontale. Et donc, ce modèle préféré, on trouve qu'il a un axe rapide qui est dans un plan qui est incliné de 30 degrés par rapport à la verticale et de moins 45 degrés par rapport à l'axe T. Donc un axe rapide incliné, ce qui est l'indication d'anisotropie, pas un modèle simple d'anisotropie radiale avec axe vertical, mais un axe incliné. Et de l'ordre de 4% d'amplitude si on considère que l'anisotropie est, disons, répartie uniformément sur les derniers 370 km du manteau. Mais bien sûr, ça, on ne peut pas le préciser plus. Donc, si on faisait l'hypothèse que la couche affectée par l'anisotropie était plus étroite, on aurait une anisotropie plus forte. Et ça, on ne peut pas vraiment le préciser dans cette étude. Donc un trade-off sur l'amplitude de l'anisotropie suivant l'épaisseur de la couche affectée. Les prédictions, donc ici pour ce qui est des amplitudes, on voit encore une fois les données, on les a vues déjà, on a vu déjà cette figure, avec l'amplitude en fonction de l'azimut pour la composante SH, la composante SV et l'axe, l'anisotropie observée. Et ça, ce sont les prédictions du modèle préféré qui reproduit bien cette augmentation de l'amplitude aux grands azimuts, donc en rentrant dans la zone lente, et des amplitudes non nulles pour la composante SV, et on reproduit assez bien les orientations de l'axe rapide. Et donc ça nous a amené à proposer un schéma sur ce qui peut se passer donc à la limite entre la région rapide et cette région lente donc de superpanache. C'est qu'on a peut-être une déformation qui rencontre une résistance à la limite à la frontière avec cette région lente, et donc un mouvement qui donc passerait de horizontal à vertical, dans le mouvement d'écoulement, donc avec rotation de la texture associée. Bien sûr, c'est dans une hypothèse simple où, encore une fois, où l'origine de l'anisotropie serait due à serait intrinsèque et que l'axe rapide s'aligne avec la direction dans laquelle se fait l'écoulement. Alors bien sûr, on est dans le manteau inférieur, et donc ce n'est plus le système Olivine tel qu'on le connaît dans le manteau supérieur. Donc il faut prendre ça donc de manière... il faut bien se souvenir que c'est une interprétation donc de premier ordre. Alors ça, c'était des ondes S diffractées, mais maintenant au sud, donc à la limite sud du superpanache africain, mais il y a d'autres études, donc ici à l'est de l'Afrique, donc sur le bord, alors ici en rouge on a le bord du superpanache africain, et je ne sais plus très bien ce qu'indique le bleu, c'est peut-être, ça dépend des modèles tomographiques. Ce que ces auteurs ont fait, ils ont regardé le splitting différentiel entre les ondes SKS et SKKS pour, encore une fois, s'affranchir des effets du manteau supérieur. Et donc c'est encore plus fin comme étude que celle faite avec les ondes S diffractées. Ils ont ici représenté à gauche sur cette carte de l'Afrique, on voit des points jaunes et des points rouges reliés par des traits. L'un est le point d'entrée dans le noyau de la onde SKS et l'autre celui de SKKS. Je ne me souviens plus dans quel sens, mais peu importe. Donc ce sont des paires SKS et SKKS.
Et le splitting différentiel donc peut être associé soit à SKS, soit à SKKS. Donc, dans certains cas, on peut le préciser mieux, dans d'autres cas, ce n'est pas possible. Ils ont beaucoup de mesures. Ici, il y en a qui sont indiquées en blanc. Ce sont des mesures où les ondes SKS et SKKS, il n'y a pas de splitting différentiel, donc pas d'indication de présence d'anisotropie. Par contre, ceux qui sont donc indiqués en rouge et jaune sont les endroits où ils ont observé des différences notables qui donc pointent vers l'existence d'anisotropie à la base du manteau. Et donc ces observations suivent la limite, essentiellement, pas toutes, mais la plupart d'entre elles, suivent la limite est de cette superpanache africain. Donc ça, c'est un schéma pour simplement résumer le schéma de gauche. Et dans la carte suivante, c'est aussi de cet article, ici c'est simplement une carte de l'Afrique pour montrer les stations auxquelles ils ont fait les mesures. Encore une fois, le rappel de ce que sont les ondes SKS et SKKS. Ici, on exploite le fait qu'elles s'écartent juste à la base du manteau sur une région pas très large. Et ici, ils ont représenté les mesures donc, de splitting différentiel qui indiquent la présence d'anisotropie dans la zone des secondes, ou à la base du manteau, et sur fond d'un modèle tomographique. C'est un autre que celui que nous avions utilisé, c'est un modèle de Simons et al., mais c'est encore la même tendance avec l'anisotropie donc au bord de ce superpanache. Et donc, on peut regarder ça donc, un peu on peut, disons, faire en résumé. Ici, ce que j'ai montré, je montre, donc ça vous avez déjà vu ce dessin-là, c'était de notre étude avec mon étudiante Sanne Cotard au sud, à la partie sud, dans la limite sud du superpanache. Et donc ça, c'est une coupe nord-sud, sud-nord, à travers notre récent modèle tomographique, montrant aussi comment on voit cette transition entre la région rapide et la région lente. Et au contraire, alors ça c'est l'autre étude, c'est l'étude donc à partir des SKS et des SKKS que je vous ai montré cette petite figure. Et si on regarde dans la carte donc une coupe verticale hein, donc de la surface à la limite noyau-manteau, dans la direction ici est-ouest, ouest-est, ici où est le bâton, c'est une coupe verticale à cet endroit-là. On voit aussi la transition entre le superpanache, qui d'ailleurs se continue ici dans cette région jusqu'au manteau supérieur, et la région rapide plus à l'est. Et donc ces auteurs-là, enfin, c'est le même groupe que l'étude précédente, ont interprété ça de manière très similaire, avec plusieurs interprétations, mais qui disent à peu près la même chose, un écoulement de matière qui serait obligé de remonter donc au contact, à la limite entre les régions la région rapide et la région lente. Et maintenant, ça c'était en Afrique. Si on regarde maintenant au centre du Pacifique, vous aviez peut-être remarqué qu'il y avait au centre du Pacifique surtout des mesures qui montrent soit SV supérieur à SH, ce sont les ronds noirs ici, et parfois, et seulement quelques observations ici en orange, les carrés et triangles inversés orange, et l'ellipse verte qui montre SH supérieur à SV. Et on a aussi l'impression d'une transition, donc cette fois-ci à la limite nord-est du superpanache pacifique. Ça, c'est une vue donc, le long de cette coupe là, montrée par les points blancs là, que vous pouvez associer avec le point mauve, donc en fonction de la profondeur de la surface à la limite noyau-manteau, où on voit aussi la transition à la base du manteau entre une région plus rapide que la moyenne et la région du superpanache, ici très spécifiquement le panache qui se trouve dans la région de Hawaï, Hawaï n'est pas visible ici, il est en dessous de ces symboles.
Donc on a donc l'impression très forte à partir de ces études régionales, donc ces études locales basées sur les ondes de volume, sur le splitting des ondes de volume, que l'anisotropie existe à la base du manteau plutôt dans les régions plus rapides que la moyenne et qu'il y a des transitions très fortes à l'approche des superpanaches. C'est ce qu'on peut conclure. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose au niveau global? Parce que ce sont quand même des données, enfin des études assez ponctuelles. Est-ce qu'on peut résoudre l'anisotropie sismique au niveau global dans le manteau entier et en particulier dans la zone des secondes? On aimerait pouvoir le faire puisque dans ce cas-là, on pourrait s'affranchir directement de ce qui se passe dans le manteau supérieur. On pourrait inverser les données observées directement pour l'anisotropie forte dans le manteau supérieur et aussi l'anisotropie dans le manteau inférieur. Bon, on n'y est pas encore. Je vous ai montré beaucoup d'études du manteau supérieur, de l'anisotropie radiale, de l'anisotropie azimutale. La possibilité d'étudier les ondes de surface dans le manteau supérieur nous donne des contraintes fortes, mais plus on s'enfonce dans le manteau, plus ça devient difficile. Et quand on arrive à la base du manteau, on n'a plus vraiment les ondes de surface. On est donc obligé de les remplacer par les ondes diffractées, les ondes de type SKS, SCS, etc., les ondes de volume, et elles n'échantillonnent pas le globe de manière uniforme et certainement pas dans toutes les directions dont on aurait besoin. Ceci dit, on essaie quand même de faire des modèles d'anisotropie radiale, donc d'extraire la composante d'anisotropie radiale, donc celle où on regarde seulement la différence de vitesse entre les ondes polarisées verticalement et les ondes polarisées horizontalement, les ondes S. Et je vous ai déjà montré, ça c'est la moyenne obtenue par différents modèles avec l'anisotropie très forte dans le manteau supérieur et au moins dans certains modèles quelques indications qu'on a de nouveau de l'anisotropie avec en moyenne le xi, c'est donc le rapport entre VSH et VSV au carré qui serait à 1 pour un modèle isotrope et SH supérieur à SV se manifeste par un xi supérieur à 1. Et donc une petite indication, mais pas très forte. Alors il y a plusieurs modèles à l'heure actuelle, et ici je montre plusieurs modèles globaux qui ont voulu à grande échelle donc déterminer l'anisotropie radiale. Alors donc on compare ici 6 modèles récents qui, encore une fois, c'est les variations de xi, donc du rapport VSH sur VSV au carré, à 2800 km de profondeur par rapport à un modèle isotrope. Quand c'est bleu, ça veut dire que SH est plus rapide que SV. Quand c'est rouge, c'est l'inverse. Et vous voyez que les modèles, il faut vraiment cligner des yeux pour voir quand même qu'à très grande longueur d'onde, ils sont quand même en accord pour dire que l'anneau qui est rapide dans les modèles tomographiques isotropes autour du Pacifique a un VSH plus grand que VSV en moyenne, et les régions des superpanaches, on a l'impression qu'elles ont... les résultats donnent du VSV supérieur à VSH. C'est vrai pour la plupart des modèles, mais vous voyez que les amplitudes sont très différentes. Celui-ci est même pas très cohérent au centre du Pacifique, et les amplitudes sont très différentes, et aussi les longueurs d'onde trouvées sont différentes. Ça, ce sont des choix qui ont été faits par les auteurs de ces modèles. Certains ont privilégié de mettre les courtes longueurs d'onde dans le modèle, dans la partie isotrope, ce qui donne des modèles très lisses. Par exemple, celui-ci, c'est un de nos modèles, le dernier modèle. Et d'autres, au contraire, comme ce modèle-ci, ont privilégié les courtes longueurs d'onde. Donc il y a encore pas mal de progrès à faire pour que les différents groupes, avec leurs différentes méthodes tomographiques, puissent s'accorder. Et là, on est limité très fortement par la distribution globale des données, qui, je vous rappelle, pour l'anisotropie, il ne suffit pas simplement d'échantillonner, d'illuminer un endroit particulier, mais il faut aussi avoir une bonne couverture azimutale. Donc, pour avancer, il faut qu'on combine les données, encore une fois, les résultats sismiques avec d'autres
d'autres connaissances, et donc les modèles géodynamiques et la physique des matériaux, ce que je vous ai présenté déjà pour le manteau supérieur, on va appliquer des méthodes similaires dans le manteau inférieur. Donc on avait considéré un modèle de circulation dans le manteau, un modèle géodynamique de la dynamique du manteau, ce qui nous donne accès au champ des déformations. Si on suit le champ des déformations, on peut l'obtenir, le garder. Et ensuite, on va faire intervenir nos connaissances de physique des matériaux sur les propriétés élastiques et les systèmes de glissement des minéraux du manteau inférieur pour en déduire, prédire l'anisotropie sismique locale à un endroit donné du manteau. Et à partir de ces données locales d'anisotropie, on va intégrer le long de trajets sismiques pour comparer ensuite avec des observations sismiques. Donc ça, c'est le grand principe. Donc pour ça, il faut que nous passions un peu de temps sur les propriétés, la physique des matériaux, ce qu'on connaît sur le manteau inférieur et surtout la base du manteau. Donc encore une fois, je vous rappelle qu'on s'intéresse à cette partie du manteau où le système olivine s'est décomposé en pérovskite, appelé maintenant bridgemanite, et ferropériclase, avec un peu de pérovskite de calcium. Donc, le système principal, c'est la pérovskite de magnésium et le périclase, MgO, mais il peut y avoir des complications dues à la présence de quantités importantes, surtout de fer et de calcium. Donc là, j'ai mis un rappel, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut sur ce diagramme, montrant l'abondance des éléments dans le système solaire, à part l'hélium et l'hydrogène, donc l'oxygène, le magnésium et le silicium, qui donc vont former les silicates et la pérovskite, dans le manteau inférieur, la pérovskite de magnésium, avec une abondance de fer, mais une grande partie du fer va dans le noyau, bien sûr. En tout cas, retenir quand même qu'on va s'intéresser surtout au système en magnésium, donc la décomposition de l'olivine en MgO et MgSiO3, donc en pérovskite et magnésiovustite ou périclase, et donc considérer qu'en plus on a quand même une quantité importante d'autres éléments qui va ajouter de la complexité. La pérovskite de calcium, de l'ordre de 10%, 10 à 15%, la stichovite avec différentes structures cristallines, l'oxyde d'aluminium, le fer, et en plus des phases qui pourraient être hydratées, ce qui complique aussi les propriétés de déformation. Ensuite, je voulais mentionner, mais je n'en parlerai pas beaucoup, qu'on a mis en évidence à peu près au milieu du manteau inférieur une transition de spin du fer qui va aussi modifier certaines propriétés des matériaux, bien qu'on ne les observe pas du point de vue sismique. On ne voit pas la transition du fer, de spin du fer, comme transition nette donc dans les vitesses sismiques observées. Mais d'autres propriétés peuvent être affectées. Donc retenir que les propriétés, on va quand même partir de l'hypothèse que les propriétés élastiques et l'anisotropie du manteau inférieur sont dominées par celles de la bridgemanite, du ferropériclèse, et ensuite donc la phase post-pérovskite et éventuellement la pérovskite de calcium. Alors, complexité donc due à des compositions qui contiennent autre chose que du magnésium dans les silicates, mais aussi dû au fait qu'il y a une différenciation due à la tectonique des plaques. Dans les zones de rides où vous avez la formation de la nouvelle croûte, les minéraux du manteau, dus à la fusion partielle, vont donner lieu à des roches de composition différentes dont les éléments extrêmes sont la harzburgite
et le basalte de dorsale océanique. Donc la pyrolite, le modèle de pyrolite, qui est donc un modèle théorique, mais qui représente relativement bien le manteau supérieur, les roches du manteau supérieur, va se décomposer et donner le résidu, ça va être la harzburgite, et ensuite on aura le basalte par-dessus. Et donc les plaques, quand elles vont se former, vont avoir une couche de harzburgite et au-dessus une couche de basalte. Et donc quand elles vont retomber dans le manteau, elles vont réinjecter de l'hétérogénéité, mais une hétérogénéité différente, due donc à ce processus de fusion partielle au dorsal. Et donc on va devoir s'intéresser aussi aux compositions différentes dans le manteau inférieur de la partie provenant des basaltes des dorsales. Par exemple, il y a moins de magnésiovisquite dans le morbe, dans le Mid-Ocean Ridge basalt, que dans la harzburgite et d'autres. Enfin, moi ici, il y a des lettres ici. CT, c'est le titanite de calcium. CF, c'est le ferrite de calcium. Et CC, c'est chlorure de calcium, etc. Donc, vous voyez des composants un peu inhabituels dans le morbe. Il faut dire que le morbe, c'est quand même une couche relativement fine, la croûte océanique, et donc, mais qui peut quand même intervenir dans ce qu'on retrouve à la base du manteau une fois que les plaques sont tombées tout en bas, ce qu'on suppose qu'elles font au cours des temps géologiques. Alors, comment étudie-t-on les propriétés des matériaux aux pressions du manteau profond? Les pressions du manteau profond, la CMB, c'est à peu près 135 gigapascales, donc, et des températures supérieures à 3000 degrés. Et donc, il faut avoir une instrumentation adéquate. Alors, on peut à l'heure actuelle atteindre et même dépasser ces pressions et ces températures dans la cellule à enclume de diamant, la presse à enclume de diamant, le DAC, qui donc peut aller jusqu'au-delà des pressions au centre de la Terre. Une pression au centre de la Terre, c'est de l'ordre de 360 gigapascales. Et donc avec aussi chauffage, chauffage lagère, on peut atteindre des températures du noyau et même de la graine. Donc l'inconvénient, c'est que les échantillons sont très petits. On obtient une pression très forte en divisant la force par la surface, et donc avec des enclumes de surface très petites, et donc les échantillons doivent être très faibles. Et la déformation est en compression, comme indiqué dans ce schéma, donc on ne peut pas avoir différents types de déformation, on peut uniquement regarder la pression sous compression. Ceci dit, on peut suivre l'évolution des textures in situ par transmission de rayons X, et on a observé dans les dernières dizaines d'années une texture importante qui se forme, donc de l'anisotropie intrinsèque dans les trois phases principales de la D-seconde. Donc, les inconvénients, c'est que les échantillons sont très petits, la déformation est uniquement en compression, et les vitesses de déformation difficiles à contrôler. Ça va être un problème qu'on va rencontrer avec les expériences aussi bien dans le manteau supérieur que dans le manteau inférieur, c'est qu'on ne peut pas atteindre des vitesses de déformation très faibles, de l'ordre de 10 puissance moins 15, disons, auxquelles on s'attend dans le manteau. On atteint des vitesses de déformation de 10 puissance moins 7 qu'on est encore loin de la réalité. Alors, juste un mot, mais on peut donc, à partir des expériences dans la cellule de diamant, déterminer des propriétés élastiques. Ça, on le fait très bien, des différents cristaux. Et sous une méthode utilisée
communément, c'est l'utilisation de la diffusion bris-loin. Donc, on envoie sur l'échantillon un faisceau laser et la lumière de ce faisceau laser est diffusée, elle change de direction au contact du cristal et elle est diffusée à une fréquence légèrement différente par les mouvements intrinsèques des atomes du milieu. Et donc, on peut, par ce biais-là, regarder la variation en fréquence. Et en fait, on voit apparaître des variations en fréquence, trois raies dans cette représentation du shift en fréquence qui correspondent aux trois directions, donc deux directions de cisaillement et une direction de compression. Donc ça nous rappelle ce qu'on regarde donc en sismologie pour ce qui est de la biréfringence. Et en regardant des orientations différentes du cristal, on peut en déduire le tenseur élastique complet, donc tous les éléments CIJ du tenseur élastique. Et c'est comme ça qu'on a fait une découverte il y a maintenant 12 ans, une découverte qui a vraiment transformé notre discipline pour ce qui est du manteau inférieur. C'est la découverte de la transition de la pérovskite en ce qui s'appelle post-pérovskite à des températures et des pressions qui correspondent à ce qui peut à la base du manteau, donc dans le manteau, mais près de la limite noyau-manteau. Alors ici, c'est une étude expérimentale qui a fait cette découverte, mais en parallèle, cette même découverte a été faite la même année par des calculs théoriques, ce qui est assez remarquable. Et donc, vous voyez ici, on a deux schémas. Donc, c'est des spectres de rayons X obtenus sur des échantillons, ici à 105 gigapascal et 2250 Kelvin, et on voit certaines raies qui sont mesurées par l'angle de déflexion, on peut identifier avec la pérovskite. Vous voyez P ici, des P, différents axes cristallins, ou plans cristallins plus précisément. Et ici, à la pression augmentée à 121 gigapascal, donc 15 gigapascal au-dessus, on voit disparaître un certain nombre de ces raies de la pérovskite et au contraire apparaître des nouvelles raies, ici qu'on appelle N pour New Phase, parce qu'à l'époque, au départ, on ne savait pas ce que c'était. Ceci a été donc identifié comme ayant une structure donc, de post-pérovskite qui est indiquée ici. Et en fait, je le répéterai plus tard, ce sont les octaèdres d'oxyde de silicium dans la pérovskite intercalés des atomes de magnésium. La post-pérovskite est beaucoup plus ordonnée avec des plans de ces octaèdres et des plans de magnésium. Et donc on peut déjà, sur la base de cette structure cristalline, on peut imaginer que la post-pérovskite sera beaucoup plus déformable, avec une structure comme ça en couche. Alors, ici est représentée en fonction de la pression et de la température la limite noyau-manteau, le géotherme du manteau inférieur. Le géotherme, c'est la courbe de température en fonction de la profondeur. Elle n'est pas très bien connue, mais donc c'est pour ça c'est assez optimiste, je pense, sur cette barre d'erreur. Mais elle est extrapolée à partir du manteau supérieur. Dans le manteau supérieur, elle est bien fixée aux zones de transition, puisqu'on sait que ces transitions correspondent aux transitions de phase de l'olivine. Donc on sait déterminer la température à la profondeur de la transition assez bien. Et ensuite extrapoler en supposant que dans le manteau, le manteau est convectif et donc on a une structure de température adiabatique.
donc jusqu'à la CMB, ça donne ceci. Ça, c'est la courbe de Clapeyron, donc la transition de phase entre la pérovskite et la post-pérovskite, qui donc est une ligne, théoriquement, dans l'espace pression-température. Et ce schéma sert à montrer qu'il est fort possible que la transition de post-pérovskite se produise dans le manteau de la Terre. Alors pourquoi ceci a fait une très forte sensation? C'est que, en fait, revenons pour un moment à la sismologie, on avait depuis longtemps, par les travaux du groupe de Caltech, de Elberger, Ley et compagnie, là je n'ai pas mis la citation, découvert dans les années 80, déjà, dans 83-84 je pense, par des observations d'ondes S, donc des ondes S qui traversent le manteau comme ça en bleu ici, et les ondes réfléchies sur la limite noyau-manteau, ils avaient observé dans cette plage de distance entre 66 degrés et 84 degrés d'arc, donc l'onde S ici qui arrive de plus en plus tard parce que le trajet est de plus en plus long, et derrière l'onde SCS qui se rapproche de plus en plus de l'onde S, puisque à peu près la distance de 90-95 degrés, elles se confondent et ensuite l'onde S va devenir diffractante. Et ils ont observé une phase supplémentaire entre les deux, qu'ils ont nommée SCD. Cette phase qu'on appelle précurseur à l'onde SCS, ils l'ont interprétée comme étant due à la présence d'une discontinuité de structure quelques centaines de kilomètres au-dessus de la CMB. Et donc ça a donné lieu à des observations très nombreuses, surtout dans les zones plus rapides que la moyenne. Donc ici des profils de vitesse S, donc en kilomètres par seconde ici, à la base du manteau, différentes régions. Donc quand on arrive ici vers 300 km au-dessus de la CMB, ici c'est la limite noyau-manteau, ils introduisent une discontinuité avec des vitesses augmentant rapidement et ensuite soit constantes, soit avec certains gradients, ça dépend des données et des régions. Donc le manteau inférieur en moyenne jusqu'à 2600 km est assez homogène, profil suivi est bien expliqué par un profil moyen, celui du PREM en général, peut-être quelques décalages, et une discontinuité. Et donc cette discontinuité, on ne savait pas à quoi elle pouvait être due, mais maintenant on peut la rapprocher de la présence de post-pérovskite, et donc peut-être, ça correspond peut-être à la transition pérovskite-post-pérovskite. Alors je dis peut-être, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, il y a des complications, la transition n'est pas franche, il y a une zone, surtout lorsqu'on ajoute d'autres composants, comme ici du fer, avec 9% de fer et 91% de magnésium dans la pérovskite. Ici, encore une autre composition avec de l'aluminium. On voit en fonction de la profondeur et de la température une zone de transition où les deux phases coexistent, donc une transition non brutale, mais étalée. Et si on a une transition étalée comme ça, on ne verra pas de discontinuité sismique. Elle s'étale sur une centaine, ou plutôt même ici plus, dans ces expériences-là, plutôt 2 à 300 km de profondeur, on ne verrait pas de discontinuité brute. Donc, un problème éventuel. L'autre problème, c'est que, comme toujours dans les expériences à haute pression, on a du mal à préciser de manière vraiment bonne la pression, parce qu'on détermine la pression en fonction, par comparaison avec un standard, qui est en général l'or ou le platine, et donc une échelle déterminée par rapport à laquelle on compare les échantillons, on met toujours un peu de référence dans l'échantillon, et on s'aperçoit que quand on arrive aux pressions donc, autour de la limite noyau-manteau, les écarts de mesure de pression peuvent atteindre de l'ordre de 10, même 10 à 15, là j'ai mis 15 à 20, j'exagère peut-être, gigapascal. Alors 15 à 20, 10, 15 gigapascal, ça peut vous mettre une transition
dans le noyau, auquel cas, bien sûr, elle n'est pas observable, puisque dans le noyau, on a du fer. Et donc ça, c'est aussi, c'est pourquoi on pense à l'heure actuelle que cette transition existe dans le manteau inférieur, mais on n'en est pas encore complètement sûr. Ensuite, par contre, supposons pour l'instant que cette transition existe dans le manteau. Là, elle peut ne pas exister partout, ce qui est intéressant, parce que la courbe de Clapeyron, qui est ici schématiquement dessinée comme ceci, peut traverser le géotherme, donc le profil de température, dans les régions froides, mais peut ne pas le traverser dans les régions chaudes. Alors ça, c'est intéressant parce que ça colle assez bien, ça pourrait éventuellement coller avec les observations de discontinuité sismique dans les régions froides et pas dans les régions chaudes. Et si vous réfléchissez encore un peu plus, ça va être très bien en accord aussi avec l'anisotropie observée dans les régions froides et pas dans les régions chaudes, dans la mesure où cette anisotropie pourrait être reliée à la déformation de la post-pérovskite. Alors donc pour l'instant, je jette cette idée, mais tenons à l'esprit le fait qu'il y a des variations latérales de température dans tout le manteau, et en particulier à la base du manteau, qui peuvent donner des variations latérales dans la composition et dans la structure cristalline, donc pérovskite ou post-pérovskite. Alors revenons donc au système, disons, à la structure cristalline. Donc les constituants principaux, donc ce sera le MgO, le périclase, structure cubique, proche de celle de NaCl. La bridgemanite, qui est en fait une structure de pérovskite, qui est une structure cubique déformée, avec des octaèdres SiO6, dont je vous l'ai déjà dit, coordination 6, et des atomes de magnésium dans les interstices, et une post-pérovskite beaucoup plus organisée, avec donc des couches compactes d'octaèdres SiO6 et donc des couches de magnésium. Alors, maintenant, ça c'est la structure cristalline. Ça ne suffit pas, nous voulons avoir accès à la déformation aux conditions du manteau inférieur profond. Donc il nous faut atteindre simultanément des températures de 3000 Kelvin, des pressions de l'ordre de 100 à 140 gigapascales, et aussi contrôler les contraintes et les déformations, et contrôler la vitesse de déformation, ce qui est très difficile. Alors les mesures qui ont été faites surtout sur la bridgemanite et le ferropériclase, qui sont plus faciles que celles sur la post-pérovskite, et on utilise beaucoup des matériaux analogues. Par exemple, la pérovskite de germanium. Pourquoi? Parce que la transition en post-pérovskite se produit à des pressions moins élevées et des températures moins élevées, ce qui est plus facile à atteindre. Ici aussi, d'autres pérovskites, ici avec du calcium, pouvant donc obtenir des informations sur la structure cristalline et les déformations à plus basse pression que dans les matériaux réalistes du manteau inférieur. Ceci dit, il y a beaucoup de débats sur l'utilité de l'utilisation de ces matériaux analogues qui ne se comportent pas nécessairement, même s'ils ont des structures cristallines similaires, comme le vrai matériau. Beaucoup de mesures à haute pression mais basse température qui ont été faites donc, récemment, mais ceci dit, ça peut être mis en question parce que les mécanismes de déformation, comme nous le savons déjà, dépendent fortement de la température et aussi de la vitesse de déformation. Alors comment mesure-t-on la déformation à haute pression? On utilise un système à multi-enclume, ici, donc le DDA, D pour deformation, il y a 3 paires de pistons
qui, avec chauffage interne, on peut atteindre facilement 20 GPa, donc la base du manteau supérieur. Et ça permet d'avoir des échantillons un peu plus grands que ceux avec le système à une seule enclume, une seule paire d'enclumes de diamants. Et en plus, on peut induire des déformations variées en déplaçant l'une ou l'autre des paires d'enclumes les unes par rapport aux autres. Et récemment, on a pu atteindre jusqu'à 100 gigapascales avec un système qui s'appelle Kawai, du nom de son auteur, où les enclumes sont en polycristaux de diamants compactés avec des inclusions de cobalt et de silicium qui les rendent plus résistants. Et donc on combine tout ça avec donc on fait ça in situ dans les synchrotrons avec des rayons X qui ensuite vont permettre d'obtenir des diagrammes de diffraction et donc d'analyser à la fois les structures cristallines et les effets des déformations. Donc ici, c'est un exemple d'image par diffraction de rayons X sur la post-pérovskite de magnésium, obtenue donc in situ en combinant la cellule à enclume de diamant et la radiation synchrotron. Et donc, comparant ici le diagramme de diffraction des données en bas avec les prédictions d'un modèle, on va pouvoir identifier les différents plans de déformation et les caractéristiques. Donc on obtient des informations sur les phases présentes, la structure cristalline, la densité, les propriétés élastiques et l'orientation préférentielle des cristaux. Je voulais montrer simplement une image d'un autre type d'appareil de système de Driehamer, RDA, qui utilise des enclumes dont l'une est fixe, c'est celle du haut, D ici, et celle du bas, elle est connectée à une pièce tournante, donc celle du bas c'est H, et une pièce tournante I ici qui est activée par un moteur et qui permet donc d'obtenir des déformations, cette fois-ci en torsion. Et je présente celui-ci parce qu'il y a une étude tout à fait récente, donc publiée très récemment, de déformations aux conditions du manteau inférieur. Bon, c'est encore pas le manteau très profond, mais c'est déjà le manteau inférieur, donc ça peut nous renseigner sur le comportement de la pérovskite. Donc dans ce genre d'appareil, avec des pressions de l'ordre de 25 gigapascales et des températures de l'ordre de 2000 à 2150 Kelvin, dans lesquels donc, ils ont étudié un composé, la bridgemanite et la magnésiovustite, avec des vitesses de déformation de 3 10 puissance moins 5. Donc, seconde moins 1, toujours j'oublie le seconde moins 1. On est encore loin de plusieurs ordres de magnitude des vitesses de déformation dans le manteau inférieur, mais on s'en rapproche. Et alors, ce qu'ils ont observé, qui est très intéressant, c'est donc qu'ils ont essayé de voir quelle était la contrainte qu'il fallait donner pour obtenir de la déformation, et s'en sont aperçus, donc je vais pas, que la bridgemanite était beaucoup moins déformable, était beaucoup plus résistante à la déformation que la magnésiovustite. Ici, on le voit, c'est la magnésiovustite, on n'a pas besoin d'apporter des contraintes très fortes, elle se déforme et rapidement, alors que on a un seuil beaucoup plus important pour la bridgemanite, donc la pérovskite du manteau inférieur, et de magnésium. Et donc, ça indique, ça confirme en un sens les idées déjà existantes, mais pour la première fois
vraiment observées expérimentalement aux pressions et aux températures appropriées, que la bridgemanite, qui est l'essentiel, donc la plus grande majeure partie de la composition du manteau inférieur, hein, jusqu'à 300 km au-dessus de la CMB, va se déformer de manière très difficile, ce qui peut expliquer pourquoi on n'observe pas beaucoup d'anisotropie, ce qui peut expliquer aussi les viscosités importantes qu'on obtient par inversion de données géodynamiques, etc. Alors, et aussi, donc, la conclusion, c'est aussi que la magnésiovustite, elle est, ou ferropériclase, est plus déformable que la bridgemanite, mais c'est un constituant moins important. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder la façon dont se distribuent ces deux phases. Ici, donc, dans un échantillon non déformé, on a la bridgemanite qui est donc la partie sombre, avec isolé des grains de magnésiovustite. Quand l'échantillon est déformé ici jusqu'à 100% de déformation, et on voit donc ces grains s'allonger dans la direction de déformation, mais la magnésiovustite reste isolée, ce qui est un point d'information important pour la modélisation. Donc les auteurs concluent que ces grands contrastes de propriétés de déformation entre la magnésiovustite et la pérovskite peut donner lieu à de la localisation de la déformation en cisaillement. Et ça pourrait donc avoir comme conséquence que cette déformation dans le manteau inférieur serait localisée aux couches limites, donc peut-être à la limite manteau supérieur, manteau inférieur, sans doute à la limite à la limite noyau-manteau, mais là, bien sûr, il y a la pérovskite qui peut intervenir aussi, mais aussi localisée peut-être, moi je pense par exemple, dans des panaches mantéliques, qui fait que quand on regarde de manière globale à très grande échelle, on ne peut pas observer cette déformation au point de vue de l'anisotropie sismique. Bon, encore une fois, les déformations atteintes sont encore bien faibles par rapport à la réalité. Et là, je voulais emprunter un dessin dû à Patrick Cordier qui nous explique bien le problème. C'est que les déformations dans le manteau inférieur sont estimées à de l'ordre de 10 puissance moins 16. Hein. Donc, pour avoir des vitesses de déformation, pour avoir des vitesses de déformation aussi petites, il faut des déformations de l'ordre de 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 0,0001% en 4 siècles. Donc on n'y est pas encore du point de vue expérimental. Et c'est là l'un des problèmes auxquels se heurtent les expériences et qui paraissent difficiles à surmonter. C'est pourquoi on a depuis un certain nombre d'années, avec, disons, la possibilité de faire des calculs donc, sur ordinateurs des ordinateurs de plus en plus puissants, on a introduit les calculs théoriques, donc les calculs ab initio, donc, qui partent, donc, qui veulent résoudre les équations fondamentales de la dynamique, de la mécanique quantique, avec le moins d'approximations possible. Alors ceci, donc, les calculs à l'heure actuelle se basent avec bien sûr des améliorations de plus en plus performantes sur la density functional theory qui a été donc introduite dans les années 60 par Kohn et ses collaborateurs pour traiter le cas des Hamiltoniens avec des systèmes avec un grand nombre d'électrons, qui est bien le cas des matériaux du manteau inférieur. Et donc pour traiter un tel système, il se ramène à un système à un seul électron, avec les autres électrons étant traités dans le cadre d'un fond adiabatique. Donc on isole la partie électron isolée
de l'interaction avec les autres électrons. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut donc à partir de ce genre de théorie, donc résolution numérique, donc de l'équation de la mécanique quantique, on peut prédire les propriétés physiques et la stabilité, bien sûr, d'abord, de matériaux du manteau aux pressions et températures du manteau inférieur. Alors on introduit la température a posteriori, mais on arrive à avoir des incertitudes comparables à celles des expériences de laboratoire. Donc on va essayer de faire des calculs et d'abord voir si, en se mettant dans les mêmes conditions que celles des expériences de laboratoire, surtout dans les mêmes conditions de déformation, de vitesse de déformation, qui est le paramètre le plus critique, disons, on est à plusieurs ordres de magnitude de différence entre ce qu'on peut faire expérimentalement. Si on peut avoir des résultats qui conforment, qui sont bien en accord dans ces conditions-là, on peut penser que dans des situations non reproductibles du point de vue expérimental, mais qu'on peut atteindre du point de vue théorique, on va pouvoir atteindre des situations plus réalistes et y faire confiance. Donc déjà, je vous ai mentionné la découverte simultanée par les théoriciens et les expérimentalistes de la post-pérovskite de magnésium en 2004. Et donc, oui, je note ici, pour rappeler que les systèmes avec le fer sont encore plus compliqués à cause des grandes tailles de systèmes qui doivent être utilisés pour le fer. Donc, pour atteindre les températures élevées, parce qu'on commence à la température 0, pour résoudre ces équations, on y accède grâce à la thermodynamique des phonons et on peut calculer les équations d'état, donc le volume ou la densité en fonction de la température et de la pression et bien d'autres propriétés aux conditions du manteau entier et ensuite du noyau, etc. Il y avait quand même jusqu'à récemment des difficultés par cette approche pour déterminer les plans de glissement préférentiels. Pas de problème pour les propriétés élastiques. Donc ici, simplement pour illustrer, les splitting des ondes S, les cartes, donc encore une fois une projection stéréographique pour voir le comportement différent de la pérovskite de magnésium, la post-pérovskite et le périclase. On voit donc ces comportements différents. Les calculs théoriques correspondent bien et sont de manière générale en accord avec l'expérimentation. Mais depuis quelques années, nous avons accès, grâce aux travaux du groupe de Lille, du groupe de Patrick Cordier, au calcul de la contrainte de Peierls, donc la contrainte qu'il faut appliquer pour faire déplacer une dislocation. C'est la contrainte nécessaire pour déplacer une dislocation d'une unité dans un certain plan atomique qui va dépendre de pas mal de choses, essentiellement de la distance entre les plans, la taille de la dislocation, etc. On peut y penser aussi en termes d'énergie d'activation pour déplacer une dislocation dans un cristal parfait. Et donc, comme maintenant il s'agit de calcul, on va pouvoir estimer donc l'activité de différents systèmes de glissement pour une grande plage de conditions de pression, de température et de vitesse de glissement. Alors ça, c'est important. Et donc, regarder quels sont les différents systèmes activés et ceux qui ont le plus de chances donc de contribuer à la déformation de cette manière-là. Et donc, on a pu, par ce genre de calcul, déterminer que la résistance à la déformation de la bridge-manite croît rapidement avec la pression, avec un facteur 20 de différence entre la bridge-manite et le périclase à 60 gigapascales. Bon, 60 gigapascales, c'est un peu plus que ce qui était fait dans l'expérience que je vous ai montrée de Girard et collaborateurs, mais ça rejoint bien ces résultats expérimentaux. Et donc, par contre, l'inverse se produit pour la post-pérovskite. Alors, un résultat tout à fait récent
qui donc, est en train d'attirer beaucoup d'attention, c'est la comparaison donc, du comportement de la perovskite, donc bridgmanite, et du périclase, MgO, et de la post-perovskite. Donc ici, encore une fois, c'est le critical resolved shear stress, c'est encore une fois la contrainte qu'on doit appliquer pour, disons, pour accéder à la déformation, pour commencer la déformation, qui ici, donc en fonction de la température, à gauche, vous avez donc la comparaison de la bridgmanite avec la magnésiovustite. Ici, donc, ah oui, alors les plans, on regarde plusieurs systèmes de glissement qui ont d'abord été déterminés, quels étaient les glissements préférentiels, ont été déterminés par des calculs précédents. Donc on a regardé que ceux qui étaient des bons candidats. Et donc ici, on a comparé deux systèmes de glissement pour la bridgmanite en pointillé et en continu à celle de la magnésiovustite, où on s'aperçoit bien que la magnésiovustite est plus molle que la bridgmanite, qui demande des contraintes plus importantes. Ici, j'attire votre attention sur le fait que ces calculs ont été faits avec une vitesse de déformation de 10 puissance moins 16 par seconde, qu'ils ont été d'abord vérifiés, qu'ils collaient bien avec les expériences aux déformations qui peuvent être atteintes par l'expérimentation. Et ça, c'est à 30 gigapascales. Et ici, on compare, donc, ça c'est à 30 gigapascales. La différence, il existe une différence, mais elle n'est pas énorme. Ici, par contre, à 60 gigapascales, donc une pression 2 fois plus grande, on voit tout à coup que les deux systèmes de glissement de la bridgmanite se rapprochent et s'écartent énormément de celle de la magnésiovustite qui reste molle. Et la bridgmanite devient encore plus difficile à déformer. Donc, encore une fois, ça va dans le sens d'un manteau inférieur dans son ensemble, très, très difficile à déformer. Et là, maintenant, on va comparer, et ça aussi, résultat très récent, avec la post-perovskite, donc encore une fois des calculs aux mêmes conditions de vitesse de déformation que j'ai montré dans la diapo précédente. Et on voit, donc ça je vous l'avais déjà montré, c'est la bridgmanite à 60 gigapascales, comparée avec la post-perovskite, ici à 120 gigapascales, et le périclase à 100 gigapascales. Ceci montre très clairement que la post-perovskite est à haute température est extrêmement déformable. On la déforme pratiquement immédiatement, déjà à une température de 500 Kelvin et aux températures donc de plus de 2000 degrés qu'on va avoir dans la déseconde, elle va se déformer extrêmement facilement et plus facilement que la magnésiovustite. Donc, on prédit une viscosité très faible dans les parties de la déseconde qui contiendraient de la post-perovskite. Alors, je vous rappelle, ce n'est peut-être pas toute la déseconde, c'est peut-être des régions, les régions de la déseconde de vitesse plus rapide que la moyenne, mais c'est quand même une information très importante parce que la viscosité implique donc une implication sur la circulation du manteau. Donc ça donne l'idée que la circulation du manteau pourrait être limitée vraiment à la base du manteau et peut-être quelques régions limitées spatialement où on a des courants descendants et des courants ascendants. Donc c'est des idées qui sont en train d'être débattues, on est en train de réaliser ça à l'heure actuelle. Alors, donc pour finir, donc, je vous ai montré où on en était du point de vue de la physique des matériaux. On avance rapidement grâce aux avancées théoriques. On n'a pas, ce sont des résultats très nouveaux, ils devront être confirmés. Il y a peut-être encore quelques problèmes théoriques à résoudre dans ces calculs avant de vraiment être sûr que c'est applicable au manteau de la Terre. En attendant, on peut essayer
donc de jouer à ce jeu de comparaison, enfin de combiner ce qu'on connaît de la géodynamique et la physique des matériaux et de la sismologie pour essayer disons, de rencontrer ces disciplines un peu à leur intersection et de faire avancer notre compréhension du système dynamique du manteau inférieur. Alors là, pour le manteau inférieur, il y a deux approches. Donc la première, c'est celle que je vous ai déjà expliquée dans le cas du manteau supérieur. Donc on prend un modèle géodynamique, on calcule la déformation, puis on introduit les modèles de microstructure, donc les plans de glissement, la structure cristalline et ce qui se passe quand on passe d'un cristal unique à un polycristal, et prédire l'anisotropie sismique. Alors, donc ça, c'est l'approche qui a été appliquée dans l'équipe de Rudi Wenck. Enfin, en fait, c'est un travail en collaboration entre mon équipe et celle de Rudi Wenck. Et je vais vous en raconter un peu plus de détails. Et une autre approche qui est donc, elle, choisie par un groupe de Bristol, enfin en Angleterre, donc Bristol et Leeds, qui partent, eux, d'un modèle tomographique de sismologie globale, qui vont convertir les vitesses en densité et associer ça avec un modèle de viscosité pour calculer un modèle d'écoulement instantané du manteau au niveau global, y associer des contraintes dues au champ de gravité et de mouvements de plaques tectoniques, et donc obtenir une distribution globale de l'anisotropie sismique. Dans nos études à nous, on se concentre sur une région particulière qui est une région de plaques qui descend dans le manteau. Et donc on va comparer les résultats de ces deux types d'études. Dans les deux cas, on suit le trajet des particules dans l'écoulement et on regarde le développement des textures dans des agrégats polycristallins de l'ordre de 1000 grains par la méthode VPSC que je vous ai expliquée dans un cours précédent. Et ensuite, donc, calcul de tenseur élastique de l'agrégat en tout point du volume considéré, puis prédiction des observations sismiques. Et donc comparer avec les prédictions d'anisotropie sismique pour les différents systèmes de glissement proposés pour la post-perovskite. Ces travaux ont été faits avant ces résultats tout récents sur la post-perovskite, et donc on va devoir prendre ça en compte, mais donc jusque récemment, on avait des résultats théoriques qui montraient qu'il y avait plusieurs systèmes de glissement possibles, donc 1,00, les plans 1,00, 0,10 et 0,01, suivant les expériences et suivant les calculs théoriques. Donc on va pouvoir comparer ces différentes hypothèses pour la perovskite, donc pour la bridgemanite et la post-perovskite de magnésium, mais aussi pour les autres minéraux du manteau inférieur, enfin pour la magnésiovustite. Donc, si on part, donc le premier type de modélisation, on part du modèle géodynamique. Donc, on a déjà un calcul dans un modèle 2D ou un modèle 3D, donc un modèle soit dans un plan vertical, un calcul dans un plan vertical, soit étendu en 3 dimensions dans un modèle sphérique de Terre. Et donc, bon, ça je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà fait. Je vais juste vous montrer, donc illustrer. Donc, on avait d'abord fait un modèle 2D. Ça, c'est le modèle géodynamique. Ici, ce qu'on voit, c'est les températures. Froide en bleu, chaude en jaune. Donc, on a 2 plaques de subduction, 2 plaques qui tombent dans le manteau. Et on va regarder ce qui se passe dans une petite région à la base du manteau, donc lorsque la plaque interagit avec la limite noyau-manteau. On va suivre la déformation ici, dans cette petite région-là, avec, donc c'est plutôt comme ça, la plaque tombe, le mouvement va comme ça, la circulation va remonter dans une zone chaude, et ça c'est la direction de l'axe principal, de l'axe
le grand axe de l'ellipse de déformation. En haut, c'est la vue à un instant donné, mais en fait, on va suivre une particule au cours du temps et voir comment l'agrégat cristallin va se déformer au cours du temps et aux différents points de l'espace. Alors j'ai un petit film, mais je ne sais pas s'il va marcher, pour vous montrer un peu. Ah, voilà, ça marche. Montrer ce qui se passe dans un modèle comme ça. Alors, il y a des hypothèses de fait sur la viscosité qui dépend de la profondeur et de la température, mais elle ne varie pas latéralement. C'est un modèle isochimique, il n'y a pas de variation latérale de composition dans ce modèle, donc c'est quand même un modèle assez simple. Ensuite, on va introduire les différents systèmes de glissement possibles, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ici pour montrer que les expériences en compression se collent bien avec les calculs qu'on peut faire à partir du modèle VPSC. Et ici, encore une fois, donc, ça, je vous avais expliqué ça, mais je n'avais pas réalisé que j'avais un film pour le montrer, comment, donc, à partir de 1000 grains, et d'une orientation aléatoire au départ. Ici, c'est une figure polaire qui considère la direction 0,01 et dans cette direction-là. Donc les grains, c'est sur la base de 100 grains, le film, mais dans la pratique, on a plus de grains que ça. Comment, au cours du temps, ça va évoluer quand on va suivre cet ensemble de particules. Et vous voyez que quand la particule descend et se propage le long de la CMB, vous voyez l'orientation préférentielle se développer, devenir très claire ici. Et à la fin, lorsque cet ensemble de grains remonte, on perd cette direction. Mais ça, c'est normal puisqu'on repart vers la hauteur. Donc ici, c'est la même chose, mais représentée donc, par des contours. On commence par peu d'orientation préférentielle, une orientation préférentielle de plus en plus marquée suivant le temps. Ça, c'est l'échantillonnage en temps de l'expérience. Même chose en couleur. Pour la post-pérovskite, donc le type de perovskite 0,01 sur une particule, donc en fonction du temps, l'orientation qui se développe. Par contre, quelque chose de plus compliqué pour la périclase et les vitesses, les vitesses en fonction de l'orientation pour les ondes P dans les deux cas représentés aussi ici. C'est simplement pour montrer l'évolution en fonction du temps sans entrer dans les détails. Alors, la conclusion de cette étude, on prédit les vitesses sismiques, on prédit les observations de l'anisotropie ici, l'anisotropie transverse, donc le fameux paramètre xi, le rapport de vitesse SH sur vitesse SV au carré, pour les différents modèles de post-pérovskite, pour la pérovskite et le périclase. Et on s'aperçoit que pour avoir dominant SH supérieur à SV, qui est le cas de ce qu'on observe donc dans les régions froides de la base du manteau, ces deux modèles conviennent. Donc pour les observations en S. Pour les observations en P, elles permettraient, si on avait ce genre d'observation en P, pour les ondes P, on pourrait distinguer entre ces deux systèmes de glissement. Malheureusement, il existe une seule étude qui semblerait être plus en accord avec cette post-pérovskite-là, mais cette étude sismique n'est pas forcément n'a pas été reproduite jusqu'à l'heure actuelle par d'autres auteurs, donc toujours point d'interrogation. Alors, ceci dit, donc, dans cet article-là, on avait donc privilégié l'un de ces deux modèles, avec une petite préférence pour celui-ci à cause de cette étude sismique. Bon, je vais passer ceci. Ensuite, on a fait la même chose en 3D
parce qu'en 2D, on peut avoir des déformations qui sont contraintes par la géométrie 2D, donc pas forcément réalistes. Donc on a répété la même expérience en 3D avec une plaque ici, on est vu du dessus. On a donc une plaque qui plonge à partir de la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Ça, c'est à 660 km de profondeur. Ça, c'est la CMB. Ici, on voit en coupe verticale la plaque qui plonge et qui donc interagit avec la CMB. Ici, une vision à partir du haut. Elle va s'étaler sur la CMB, c'est ce qu'on voit, et on va introduire des particules qu'on va suivre pour pouvoir déterminer la déformation au cours du temps, à partir du moment où cette plaque entre à 300 km de profondeur, je crois. Oh non, 700 km de profondeur. Donc dès la base ici, on introduit les grains d'orientation aléatoire et on va suivre la déformation jusqu'à la base du manteau. Alors ça, je l'ai déjà montré. Et donc ici, on va suivre certaines particules, comme on dit, dans le modèle géodynamique. On va suivre leur trajectoire et on va regarder la déformation sur ces trajectoires. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, il est déjà 17h30, mais donc on va pouvoir donc, en chaque endroit regarder, en déduire l'anisotropie sismique. Et là, je vais juste vous montrer, en se concentrant sur une petite partie de ce volume, donc à la base du manteau, qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on prédit comme anisotropie radiale. Donc pour la post-pérovskite, c'est encore donc ce fameux xi, xi supérieur à 1 et donc sh supérieur à sv, vitesse sh supérieure à sv, en bleu. Pour la pérovskite, c'est rouge. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la post-pérovskite, les trois types. A, c'est donc le plan de glissement 1, je ne me souviens plus lequel. B, c'est BC0, B c'est 1, 0, 0, et C c'est 0, 1, 0, je crois, et ça doit être 0, 0, 1. Je vérifie. Donc les deux qui pourraient coller avec ce qu'on observe ici, c'est ces deux-là. Ce qui est intéressant, bon, après on peut faire la même chose pour les ondes P, et on voit de nouveau, donc ça confirme les résultats de l'expérience en 2D, que si on avait des données sismiques en P, on pourrait distinguer les deux types de pérovskite. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment suffisamment de données. Ça, c'est un essai de représentation 3D pour voir un peu l'intensité de la déformation et de l'anisotropie en fonction de la position à l'intérieur de la plaque. Donc ici, c'est vu d'en dessous. Donc on est dans le noyau, on regarde vers le dessus la plaque qui s'étale sur la CMB. Et ceci pour montrer, bon, les autres coupes, on va pas, mais on montre ici que l'anisotropie est la plus forte au bord de la plaque. Donc ça, c'est intéressant puisque ça colle pas mal avec les observations sismiques qui voient une variation latérale avec forte anisotropie juste à la limite entre les zones rapides qu'on imagine être les zones où les plaques tombent à base du manteau et le superpanache. Et important, ce n'est pas que de l'anisotropie radiale, mais il y a des orientations des axes rapides qui varient avec la position, et donc présence d'anisotropie plus complexe azimutale. Donc voilà les résultats. Donc, les deux modèles, 0,10 et 0,01, prédisent des anisotropie radiale compatibles avec les observations sismiques. Et on préfère toujours le modèle 0,01 pour une raison simple, c'est que l'amplitude de l'anisotropie est plus forte et mieux en accord avec la sismologie que le modèle 0,10. Alors je l'indique parce que c'est une controverse à l'heure actuelle, puisque le modèle 0,10 est le modèle préféré dans les résultats du groupe de Lille des calculs théoriques. Il nous faut des observations d'anisotropie sismique en P pour pouvoir trancher, et bien sûr de nombreuses simplifications dans ce genre de modèle. Donc on continue à travailler pour introduire la transition pérovskite et post-pérovskite et les nouveaux résultats théoriques, introduire l'effet du fer qui peut ramollir
les structures et avoir peut-être avoir accès à un modèle géodynamique un peu plus complexe que celui utilisé précédemment. Donc, encore 2 mots, très rapidement, avant de terminer, sur le deuxième type de modélisation donc, préconisé par les Anglais de Leeds et de Bristol. Donc, eux, ils partent d'un modèle tomographique. Donc, je vais vous montrer le modèle tomographique dans la figure suivante, mais et qui vont convertir en densité. Donc, il va falloir introduire des hypothèses sur comment on convertit les vitesses d'onde S en densité, ce qui peut ne pas être simple, surtout dans le manteau inférieur. Et donc, il faut introduire aussi un modèle de viscosité avec la profondeur, mais ça, il y en avait aussi dans le type de modèle que je vous ai présenté avant. Donc, eux, ils vont considérer 2 modèles de viscosité en fonction de la profondeur. Je vous le montre ici, ça c'est la surface, ça c'est la CMB. Viscosité qui augmente avec la profondeur, devient très grande vers le milieu du manteau inférieur et diminue donc à l'approche de la CMB, ce qui est déterminé tout à fait indépendamment des calculs théoriques dont je vous ai parlé. C'est déterminé à partir des données de gravité et des données de rebond post-glaciaire. Donc un travail de Mitrovica et Forte 2004 Alors la différence entre ces 2 modèles, c'est qu'il y en a un qui a une zone à faible viscosité à la base du manteau supérieur. Bon. Donc modèle tomographique, ça c'est les modèles tomographiques de Simons et al. 2 modèles pas très différents, en fait ils diffèrent surtout dans l'amplitude des variations latérales. Donc c'est ça qu'on va convertir en densité. Ici ce sont des vitesses déjà converties en densité. Je vois que c'est des d-log, c'est des d-ρ sur ρ ici, qu'on va en fait convertis aussi en variation latérale de température, densité et température. Et donc ensuite, donc, ils vont obtenir l'écoulement instantané, et l'écoulement instantané va leur donner donc les directions d'écoulement, les directions de déformation. Et si ce sont 4 cartes 150 km au-dessus de la limite noyau-manteau pour 4 modèles différents. Le modèle tomographique Texas 2007 avec 2 profils de viscosité et le modèle de 2008 avec 2 profils de viscosité. La différence entre les deux, c'est l'amplitude des vitesses d'écoulement qui est beaucoup plus forte ici que là, mais les distributions sont très similaires, avec, vous voyez, des zones de divergence ici et des zones de convergence ici au centre du Pacifique et sous l'Afrique du Sud. Et donc ensuite, on peut calculer l'anisotropie radiale à partir de ces modèles. Alors l'avantage, c'est qu'il peut faire ça au niveau global. Et donc, suivant les types donc, de plans de glissement dominant, c'est la même idée que dans notre étude. Donc, ils étudient les 3 cas, 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 1, 0, 0, et ils obtiennent l'anisotropie radiale des modèles différents. Et donc, par contre, eux vont éliminer le système 0,01 car il leur donne des variations inverses. Alors après, ils vont comparer avec les modèles sismiques anisotropes, d'anisotropie azimutale, et ils trouvent que les 2 modèles 0,10 et 1,00 donnent le plus de corrélation. En vert, c'est la corrélation entre les modèles d'anisotropie prédite et les modèles d'anisotropie construites par les sismologues. Les deux sont très incertains, c'est ça qu'il faut bien voir, mais ils trouvent des corrélations un peu plus fortes pour ces 2 types d'anisotropie. Et donc, entre cette étude-là et la nôtre, c'est quand même 0 et 1,0 qui pourrait convenir aux deux, bien que nous préférions en fait 0,01. Et eux, ils trouvent que celui-là ne colle pas du tout, mais il faut voir que la corrélation qu'ils obtiennent est dominée par les régions de xi sur xi, donc les variations de vitesse VSV est inférieure à VSH,
qui sont des régions très localisées et plutôt incertaines. Donc voilà, j'en arrive aux conclusions. Vous savez certainement réaliser qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur les processus qui gouvernent la dynamique du manteau inférieur, et en particulier de cette zone des secondes qui devient de plus en plus intéressante, donc les derniers quelques centaines de kilomètres à la base du manteau, où on entrevoit que c'est sans doute là que se concentre l'essentiel de la déformation. Il y a des progrès très récents en physique des matériaux qui sont très prometteurs, aussi bien dans le domaine expérimental, mais avec les limitations que l'on connaît, surtout sur les vitesses de déformation qui peuvent être atteintes. Et bien sûr, du point de vue de la théorie, si les calculs prennent bien en compte tous les effets physiques importants, de la au point de vue microscopique important, au point de vue atomique, permettent d'atteindre des vitesses de déformation comparables à celles du manteau profond, donc représentent un immense espoir pour la discipline. Les résultats récents convergent pour dire que la perovskite est très peu déformable, donc sans doute le manteau inférieur dans son ensemble très dur, très peu déformable, et au contraire, la post-perovskite serait très très déformable aux conditions de température et pression de la déseconde. Et donc, ce qui nous encourage à penser, ce que certains auteurs font ce passage naturellement, mais il faut voir qu'il y a quand même beaucoup de spéculation dans ces déclarations, mais on peut quand même concevoir que cette anisotropie qu'on observe sismiquement dans les régions froides de la déseconde pourrait effectivement être due à la présence de post-perovskite. Je vous rappelle qu'il y a quand même d'autres possibilités, que c'est peut-être pas de l'anisotropie intrinsèque, ça pourrait être de l'anisotropie due à des couches fines ou de présence de fusion partielle, d'inclusion allongée dans la déformation. Donc il y a quand même d'autres hypothèses, mais c'est très tentant quand même à l'heure actuelle d'associer cette anisotropie avec l'observation de la post-perovskite et de ses propriétés très fortes de déformation. Et donc, on a encore quelques questions sur les systèmes de glissement qui sont les dominants dans la post-perovskite. 0,1,0, c'est ce qui semble être indiqué par les derniers résultats théoriques, ou 0,01 comme disons, qui était basé sur des résultats plus anciens expérimentaux. Et donc, pour finir, je voulais quand même vous montrer encore une image. Ça, c'est une image de mon groupe de recherche, dernier modèle du manteau, montrant ces colonnes bien, disons, localisées. Elles sont de grand diamètre, mais quand même très bien localisées à certains endroits très particuliers du manteau inférieur qui pourraient faire penser qui pourrait être en accord avec l'idée que peut-être dans le manteau inférieur, la déformation est très localisée à des endroits très particuliers. Voilà, donc ceci, c'est la conclusion de ce cours. Je vous rappelle que jeudi et vendredi, nous aurons 8 sessions différentes qui vont aborder le problème de la déformation et de l'écoulement dans le manteau inférieur, sous toutes ses coutures, du point de vue de la géodynamique, du point de vue de la sismologie, du point de vue de la physique des matériaux, aussi bien dans le manteau supérieur que dans le manteau inférieur. Voilà, je vous remercie.